Parlons Aviation, épisode 30. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'hydraviation en Norvège avec Leif. Nous parlerons aussi des actualités avec les préparatifs pour le premier vol du Boeing 777X. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 30 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'hydraviation avec Leif. Leif est un pilote privé ayant appris à voler sur avion classique en France. Lorsqu'un déménagement professionnel l'a amené en Norvège, il a choisi de s'intéresser au monde passionnant des hydravions. Après avoir passé sa qualification hydravion en Italie sur le lac de Côme, il s'est fait lâcher sur un Cessna 185 surflotteur à Trondheim, en Norvège. Nous discuterons des particularités des hydravions et de la formation permettant de voler dessus. Leif nous expliquera quelques différences de pilotage avec les avions classiques à roues. Nous évoquerons aussi les problématiques liées au vol avec ces avions, dont notamment la complexité de l'avitaillement et les aspects liés au plan d'eau. Ensuite, il nous parlera des particularités des vols en Norvège avec son climat pas toujours clément, mais avec des paysages magnifiques composés de fjords et de montagnes escarpées. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/30. Mais avant de discuter avec Leif, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est la préparation des premiers prototypes du Boeing 777X pour le premier vol qui est prévu pour le printemps de cette nouvelle année. Le 777X est la nouvelle version du 777. Les améliorations entre ces deux versions sont très nombreuses. Tout d'abord, le 777X a été remotorisé afin d'améliorer son efficacité énergétique. La motorisation actuelle est le General Electric GE90. Il s'agit du moteur à réaction le plus grand et le plus large en service actuellement. Ce moteur est tellement large qu'il est aussi large que le fuselage d'un Boeing 737 et juste 20 cm moins large qu'un fuselage d'A320. Si vous avez déjà été au pied d'un 777 à l'extérieur, vous savez sans aucun doute qu'on ne peut que se sentir tout petit face à cet immense moteur. La motorisation de la nouvelle version du 777 est le General Electric GE9X. Ce moteur prendra la place du GE90 dans les catégories du moteur le plus large et le plus grand lorsqu'il rentrera en service d'ici 2020. Le GE9X annonce une consommation de kérosène améliorée d'environ 10%. Ces améliorations viennent d'une optimisation globale des performances du moteur avec une soufflante plus efficace et un taux de compression augmenté. Le poids du moteur a également été réduit grâce à une utilisation plus large de matériaux composites au niveau des pales et de la nacelle. Les premiers vols du GE9X ont eu lieu en mars 2018 sur le banc d'essai volant de General Electric. Précédemment, ce banc d'essai était un Boeing 747-100 avec un train d'atterrissage renforcé et élargi. Néanmoins, pour le GE9X, il aurait été nécessaire de passer un Boeing 747-400 à cause de la taille de ce nouveau moteur. Je mettrai dans la description la photo de ce banc d'essai volant. La comparaison de taille entre les CF6 d'origine du 747 et le GE9X est vraiment incroyable. Les CF6 sont loin d'être de petits moteurs, mais à côté du GE9X, ils font vraiment petits. En tout cas, la certification de cette nouvelle motorisation est attendue d'ici la fin du premier trimestre de cette année. Ensuite, les ailes ont été modifiées pour devenir plus optimisées par rapport au 777 classique. La principale solution qui a été implémentée pour les optimiser a été de les allonger afin d'augmenter leur finesse. Le problème posé par ce type d'optimisation est l'adéquation avec les infrastructures aéroportuaires. L'expérience de l'A380 a clairement montré que seulement une toute petite proportion des aéroports étaient prêts à faire l'effort d'investissement permettant d'accommoder de nouveaux types d'avions. La solution de Boeing a été d'implémenter des extrémités d'ailes repliables afin que le 777X puisse tenir dans le même espace qu'un 777 classique au sol. Cette solution avait déjà été proposée en option sur le 777 classique, mais sur 777X, elle sera implémentée systématiquement. Ce type de solution n'est pas nouveau dans l'absolu car il est déjà omniprésent sur les avions embarqués sur porte-avions, mais pour un avion civil à aussi large production, c'est vraiment une nouveauté. L'idée est qu'une fois l'avion se sera posé sur la piste, il n'aura plus qu'à replier ses extrémités d'ailes afin de pouvoir continuer son roulage de manière classique.
Cela permettra de limiter la modification des infrastructures aéroportuaires aux taxiways à proximité immédiate des pistes. Au moment du décollage, il suffira de faire le processus inverse lors de l'approche de la piste. Dans le cas le plus défavorable où le 777X se poserait sur un aéroport non adapté, il lui suffira de replier ses extrémités d'ailes sur la piste au lieu de dégager de manière expéditive comme d'habitude. Néanmoins, ce mécanisme n'est pas sans poser des questions de sécurité. En effet, il serait particulièrement dangereux en termes de structure et de performance de tenter un décollage sans avoir les ailes pleinement dépliées. Des mécanismes de vérification de la configuration de l'avion sont déjà obligatoires afin de vérifier, entre autres, la position des volets. Il sera donc juste nécessaire d'y ajouter la vérification de la position de ses extrémités d'ailes. Lors de la certification, Boeing devra également prouver qu'il est hautement improbable qu'il puisse se replier de manière spontanée en vol, soit à cause d'un problème électrique, soit à cause d'une perturbation aérodynamique. Je mettrai dans la description des photos de cette magnifique nouvelle version du 777 ainsi que de sa motorisation et de ses extrémités d'ailes dignes d'un chasseur embarqué. Bonjour Leif et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique? Oui, alors j'ai commencé à piloter, en 1999 quand j'étais en stage de fin d'études aux États-Unis. J'ai donc fait une quinzaine d'heures aux États-Unis avant de rentrer en France et de continuer, là où j'avais laissé, ma formation et j'ai passé mon brevet, à l'Aigle en Normandie, PPL et en 2001 pour être précis. Et puis, j'ai volé en France, donc basé en Normandie principalement, jusqu'à ce que, je déménage en Norvège il y a une dizaine d'années et j'ai continué à piloter, en Norvège, toujours en tant que pilote privé. J'ai découvert qu'il y avait un hydravion là-bas et j'ai passé ma qualification hydravion, en 2011 si j'ai bonne mémoire. Je l'ai passé à Côme, c'était plus simple et je vole, autant que je peux sur hydravion, en été et sur avion, en Norvège et un peu partout où je voyage, quand j'ai l'occasion, sur avion, à roues. Donc tu nous as dit que tu as commencé l'hydravion, donc tu as fait ta formation. À quoi ça ressemble une formation sur hydravion et qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, on apprend, d'abord, un petit peu les spécificités, des flotteurs, la façon dont ça fonctionne. Donc il y a une petite introduction théorique, généralement, pour commencer sur, les différences, la façon, la forme des flotteurs, donc en particulier, ce qui s'appelle, la step en anglais, du flotteur qui fait une espèce de petite marche, sous le flotteur et pour expliquer que pour avoir suffisamment de vitesse, il faut réussir à avoir l'hydravion qui soit sur le step en anglais, le redent en français, de manière à ce qu'il y ait un minimum de contact entre le flotteur et l'eau pour que on réduise les frottements et que donc on puisse atteindre la vitesse qui va bien pour décoller. Par la suite, eh ben, on monte dans un hydravion et on met ça en pratique. La différence principale, c'est donc, le décollage. C'est là qu'on sent le plus de différence par rapport à un avion à roues puisque, compte tenu du fait qu'il y a ce passage sur le redent en français, on the step en anglais, il faut, avoir, une course bien particulière au décollage. Donc on commence avec, le manche au ventre pour, prendre de la vitesse et une fois que le nez ne monte plus, que progressivement, plus on a de vitesse, plus le nez monte. Et au bout d'un moment, le nez arrête de monter. À ce moment-là, on pousse sur le manche pour remettre l'assiette à peu près à une assiette de vol, on va dire, et réussir à maintenir cette assiette de manière à ce qu'on ait que un minimum de contact entre l'eau et les flotteurs et réussir à garder cette assiette jusqu'au décollage. Par la suite, donc c'est la partie la plus importante, c'est le décollage. L'amérissage est aussi, un petit peu différent, mais moins différent, on va dire. Il y a aussi une autre, différence, qu'on sent assez rapidement, c'est le fait qu'il y a pas de frein. Donc, quand on oui, ça paraît bête, hein, comme ça, mais pour faire les essais moteurs, par exemple, ça veut dire qu'on fait les essais moteurs, sans pouvoir être, à l'arrêt. On est obligé de les faire en mouvement. Donc, on est obligé d'avoir les yeux dehors, quand on fait les essais moteurs puisqu'on se déplace sur l'eau et il faut pas partir à droite et à gauche. Donc c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile que sur le sol.
Et ça complique aussi la fin du vol quand il s'agit de revenir soit sur la terre ferme quand c'est un hydravion de type amphibie avec lesquels on a des roues, soit au ponton, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas freiner, donc il faut couper le moteur à la bonne distance. Donc, si on parle de différents types d'hydravions, donc l'amphibie et l'hydravion classique, si on peut dire ça comme ça, est-ce que toi, tu as une expérience sur les deux et qu'est-ce que ça change l'un par rapport à l'autre? Oui, alors j'ai une expérience sur les deux. Donc comme j'ai dit plus tôt, j'ai passé ma qualification à Côme en Italie et je l'ai passé sur un Piper Cub, enfin Super Cub d'ailleurs, avec 180 chevaux de type amphibie. Donc ça veut dire qu'il y a des roues dans les flotteurs qui sont rétractables. La différence, c'est que du coup, on peut sortir de l'eau quand il y a ou atterrir d'ailleurs sur une piste en dur ou décoller depuis une piste en dur. En dehors de ça, c'est assez similaire à un hydravion classique qui lui reste sur l'eau tout le temps. La différence, c'est que généralement à Côme, quand on est sur amphibie, on démarre depuis la terre ferme. Donc on démarre avec les roues sorties à côté de la rampe. Et puis on descend la rampe dans l'eau, ce qui fait un peu bizarre la première fois, parce qu'on est à bord d'un avion et on descend dans un lac, ça fait un peu étrange. C'est pas un sentiment normal. Et une fois qu'on est dans l'eau, on rentre les roues et là, ça se comporte exactement comme un hydravion normal. Le point très important sur lequel les instructeurs insistent énormément et à raison, c'est de faire très attention au positionnement des roues en fonction de l'endroit où on va se poser. Si on se pose sur terre ferme, faut qu'elles soient sorties. Mais à la limite, si elles sont rentrées sur terre ferme, c'est moins dangereux que sorties dans l'eau. Parce que les roues sorties dans l'eau en amphibie, ça crée une traînée telle sur l'eau que l'hydravion va capoter immédiatement. Donc c'est pas une situation d'avenir, on va dire. Généralement l'hydravion est détruit quand ça arrive. C'est pire que d'atterrir train rentré avec un avion à train rentrant. Sinon, c'est là où c'est plus simple, c'est à la fin du vol parce que on sort les roues et on continue au moteur, on vise la rampe et on met un peu de moteur pour monter la rampe. Et puis après, on est sur la terre ferme. Donc ça simplifie un peu les choses parce que en hydravion classique, c'est ce qu'on a ici à Trondheim. C'est un hydravion classique qui est sur flotteur sans roue. Et ça veut dire qu'à la fin du vol, il faut se réamarrer au ponton. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de frein. Et ça peut paraître bête, mais ça veut dire que quand on arrive vers le ponton, il faut se positionner, prendre la bonne trajectoire, couper le moteur à la bonne distance pour qu'on n'ait pas trop de vitesse, parce que si on a trop de vitesse, on va détruire le ponton ou l'avion ou les deux. Et si on coupe trop tôt, il va falloir sortir la rame ou redémarrer le moteur selon la distance. Redémarrer le moteur, ça peut être risqué parce qu'on est face au ponton, donc généralement c'est pas recommandé, ou alors il faut réorienter pour se pointer ailleurs. Donc c'est nettement plus compliqué qu'en avion normal. J'ai fait en particulier ici à Trondheim, l'hydravion est basé à côté d'un camping, à l'embouchure d'une rivière sur le lac, ce qui veut dire que quand on rentre, on rentre dans la rivière et il faut faire demi-tour dans la rivière pour rejoindre le ponton, de manière à être du bon côté pour que la porte pilote soit du bon côté et aussi que l'hydravion pointe vers le lac pour l'usager suivant. Du coup, on n'a pas beaucoup de place pour faire le demi-tour. Il y a suffisamment de place, mais ça demande de le faire correctement. Et puis à la fin du demi-tour, il faut couper le moteur à la bonne distance, comme je l'ai déjà dit. Et donc tu parlais d'une rame, donc je suppose qu'il doit y avoir une rame quelque part dans l'avion et puis après, on imagine que tu te mets sur le flotteur et tu rames pour faire avancer l'avion, c'est juste? C'est ça, c'est tout à fait ça. Ça fait partie des équipements obligatoires à bord de l'hydravion, entre autres. Il faut avoir bien sûr des gilets de sauvetage, puisqu'on est en survol maritime quasiment systématiquement, puisqu'on démarre de l'eau. Aussi, il faut une rame. Ça fait partie des choses obligatoires, obligatoires pas par le règlement, mais par la logique. Parce que si on a un problème, c'est important d'avoir une rame. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir sortir la rame pour réorienter l'avion. Dans ce cas-là, ça va.
soit revenir jusqu'à la fin, finir l'amarrage, ce qui peut être un peu plus fatigant parce que ici à Trondheim, c'est un Cessna 185, donc ça commence à peser un peu lourd. Et à la rame, c'est un peu fatigant. C'est ça là, un petit peu la punition d'avoir raté son amarrage, du coup, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Mais c'est aussi un peu le côté retour aux sources, enfin nature entre guillemets de l'hydravion, ça a un côté un peu sympa aussi. C'est un peu plus difficile, mais on fait tout soi-même, quoi, d'une certaine manière. Donc une considération dont tu parlais précédemment, c'est cette notion de distance de décollage. Sur les avions classiques, on a des graphiques relativement simples pour évaluer la distance qu'il nous faut. En hydravion, j'imagine que ça doit varier de pas mal de choses, dont l'état de l'eau. Comment est-ce que vous arrivez à juger un peu tout ça et sur quels critères est-ce que ça varie? En effet, il y a plus de variations avec l'hydravion. Donc, bon, le vent, ça, c'est attendu. L'avantage de l'hydravion, en revanche, c'est que à condition qu'on soit dans un lac suffisamment grand, enfin suffisamment large et pas trop, pas une rivière avec une seule dimension, mais généralement, on est plutôt basé sur lac, ce qui veut dire qu'on peut, la plupart du temps, se mettre relativement face au vent. Donc, le vent de travers est moins un problème puisque grosso modo, on arrive souvent à être à vent de face. Après, l'état de l'eau va influencer sur les performances au décollage. Si idéalement, il faut des petites vagues assez rapprochées, qui soient pas très hautes, genre 4-5 centimètres, assez proches, parce que comme ça, en fait, ça permet d'avoir le flotteur qui touche que le haut de ces petites vagues et du coup d'avoir très très peu de contact avec l'eau. Si l'eau est très plate, qu'il n'y a pas du tout de vent, à ce moment-là, ça va prendre plus de temps parce qu'on va être comme collé sur l'eau puisqu'on a beaucoup de contact avec l'eau. Et s'il y a des vagues plus fortes, à ce moment-là, ça prend plus de temps aussi parce que ça demande de corriger pas mal l'assiette et puis de faire bien attention. Et on a un petit peu plus de contact avec l'eau aussi. Quand il y a plus de vagues, ça va prendre un peu plus de temps. L'idéal, c'est les petites vagues. Et au niveau de évaluer à l'avance, pour le moment, moi, en tout cas, avec l'expérience que j'ai, je prends que des lacs qui soient vraiment très grands, enfin, par rapport aux distances de décollage. Donc, je prends pas de risque de ce point de vue-là. Parfait, bah, c'est une excellente solution aussi. Pour avoir déjà fait 2 vols en hydravion, il y a aussi quelque chose qui m'avait assez étonné et je pense que, c'est quelque chose que toi tu, rencontres assez fréquemment. C'est-à-dire que, pour l'atterrissage, cette fois-ci, si l'eau est très lisse, c'est-à-dire qu'il y a peu de vent et peu de vagues, alors c'est extrêmement difficile de juger sa hauteur et il me semble que dans ces cas-là, vous avez des procédures particulières, c'est juste? C'est tout à fait exact. Ça s'appelle l'atterrissage en conditions miroirs et c'est plus difficile, assez difficile finalement à faire, puisque j'ai déjà fait plusieurs fois avec instructeur jusqu'à présent. J'ai pas eu à l'utiliser seul, sans instructeur. D'une certaine manière, heureusement, parce que je sais que je sais le faire, mais c'est plus difficile. Et donc, quand on est en condition miroir complète, on ne peut pas juger de la hauteur de l'hydravion. Donc, on ne sait pas à quel moment on va toucher l'eau. Ce qui veut dire que faire un amérissage ou comme on ferait un atterrissage sur pourtant dur avec un avion à roues, c'est pas possible puisqu'on ne sait pas à quel moment commencer l'arrondi. Donc, la technique, c'est de se mettre au second régime, donc d'utiliser, je ne sais pas comment expliquer ça en termes plus simples, mais au second régime, ça permet d'avoir un taux de descente très faible avec une assiette qui soit compatible avec un atterrissage. Donc, on descend à peu près entre 30 et 50 pieds minutes à ce moment-là, et on attend patiemment en gardant cette assiette-là, en descendant à ce rythme-là, de toucher l'eau. Et l'idée aussi, c'est de se mettre dans cette assiette, donc au second régime, avec cette assiette qui permet de perdre à peu près 50 pieds minutes, à un moment où on sait qu'on est au-dessus de l'eau encore. On prend une dernière référence avant l'amérissage. Ça peut être un arbre sur la berge, ça peut être un bateau, ça peut être plein d'autres choses. Le mieux, c'est qu'elle soit la plus proche possible de l'eau. Et comme ça, c'est un endroit, un moment où on sait qu'on est encore au-dessus de l'eau. On est assez bas, on se met en second régime, on attend 50 pieds minutes
et de toucher l'eau. Et au moment où on touche l'eau, on réduit tout et on tire le manche à fond pour être sûr de rester sur l'arrière de l'hydravion. Donc ça, c'est assez difficile à faire. Oui, effectivement, ça paraît assez impressionnant de se dire qu'on se met dans une assiette et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va toucher. Ça doit être ouais, c'est un peu perturbant, je pense. Oui, d'autant que généralement, si on a les paramètres qui vont bien, l'assiette, c'est une assiette, enfin une situation dans laquelle l'avertisseur de décrochage se met à biper régulièrement. Donc au niveau stress, ça améliore pas les choses. Effectivement. L'une des premières fois où je l'ai fait d'ailleurs, enfin pendant les premières fois où je l'ai fait, j'y arrivais pas trop et l'instructeur a fini par enlever le disjoncteur, non, comment on dit en français? Le Le fusible. fusible, merci, de l'avertisseur de décrochage et le fusible de la voie qui rappelle qu'il faut avoir que les roues sont en position haute pour atterrir, enfin en position rentrée pour atterrir sur l'eau. Parce qu'avec tout ça qui s'accumulait, j'y arrivais plus. Ouais, effectivement, ça a pas l'air simple en tout cas comme technique. Voilà, donc c'est pas simple, quand vous avez en plus la voix qui vous dit, «Gears up for water landing» et le bip de l'avertisseur de décrochage, ça devient assez difficile. Bon, avec un peu de pratique, on y arrive, mais ça reste quand même une technique assez difficile. On s'est beaucoup intéressé aux phases de décollage et d'atterrissage que tu as décrites comme très différentes par rapport à un avion sur roue. Maintenant, on peut également se poser la question de une fois en vol, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que c'est juste finalement un avion comme un autre? Ça, c'est assez similaire à un avion comme un autre. C'est un peu plus lourd aux commandes, surtout pour entrer et en sortir de virage. On sent que là, les flotteurs sont là. Donc, pour un Cessna, là où il faut pas trop d'entrée aux commandes pour se mettre en virage, avec le même Cessna avec des flotteurs, il va falloir en mettre un peu plus pour se mettre en virage. Et une fois qu'on est en virage, il reste mieux en virage parce qu'il y a les flotteurs qui le maintiennent bien dans le virage. Mais sinon, c'est assez similaire. Ça change pas beaucoup de choses une fois en vol. Ce qu'on se doute assez facilement, c'est qu'on perd pas mal de performance à cause des flotteurs qui traînent dans l'air. Est-ce que tu as une idée de la pénalité de performance que ça représente, grosso modo? En fait, c'est pas si énorme que ça. Donc, ça dépend un peu des hydravions, ça dépend des flotteurs. Je connais pas bien les performances du Cessna 185 sans flotteur. Ce que je peux dire, c'est qu'en croisière économique, avec celui qu'on a à Trondheim, on fait du 120 miles à l'heure. C'est un peu moins, d'après ce que je comprends. En version roue, il doit voler un peu plus vite, mais c'est pas non plus drastique comme différence. Maintenant, si on s'intéresse à la partie, aéroclub d'hydravion, est-ce que c'est quelque chose qui existe et est-ce que c'est quelque chose qui est commun dans un endroit comme la Norvège? Alors, il y a plusieurs aéroclubs qui ont des hydravions en Norvège, en particulier à Oslo et à Bergen. Que là, il y a plus de facilité pour l'hydravion. Ici à Trondheim, donc on a un aéroclub qui a un hydravion. Enfin, c'est pas tout à fait correct de dire qu'ils ont un hydravion. Ils ont des parts dans un hydravion. L'hydravion est détenu. Enfin, il y a plusieurs copropriétaires, on va dire, dont l'aéroclub. Mais donc en Norvège, oui, c'est possible par le biais de l'aéroclub. En France, j'en connais qu'un, c'est à Biscarrosse, que j'ai pratiqué l'été dernier d'ailleurs. En Italie, Com, qui est le plus ancien aéroclub sur hydravion, enfin avec hydravion d'Europe, et le plus gros d'Europe d'après ce que j'ai compris. Si on s'intéresse maintenant aux endroits où on peut, poser un hydravion, donc une hydrobase ou une hydrosurface, on a l'habitude de voir des aéroports classiques sur terre, donc c'est relativement bien balisé avec des lumières, des taxiways, ce genre de choses. Une hydrosurface, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on peut se poser n'importe où ou presque n'importe où? Ça dépend des pays. Alors à quoi ça ressemble? Je vais peut-être commencer par ça en fait. À Com, ils ont l'aéroclub comme l'aéroclub est en ville grosso modo. Faut traverser la rue pour atteindre le lac. C'est assez amusant d'ailleurs quand ils sortent les avions, ils coupent la circulation pour sortir les avions, passer les avions devant les voitures pour les mettre du côté lac. Trop fort. Ouais, Com est très amusant pour ça. Et comme c'est un port avec pas mal d'activités nautiques à Com, en fait, ils ont une piste entre guillemets qui est avec des bouées
qui est interdite aux bateaux, qui est réservée exclusivement aux hydravions avec une procédure de départ et d'arrivée. Parce que c'est quasiment en ville et que comme il y a pas mal d'activités, ils ont 8 hydravions si je me trompe pas à Côme. Ils ont cette piste entre guillemets avec une direction donnée, une largeur donnée, une longueur donnée. Je me souviens plus des mesures exactes. Et c'est dans mon expérience de ce que je connais, l'endroit le mieux équipé, enfin le plus équipé de ce point de vue-là. Les autres endroits, c'est juste un plan d'eau en fait où on peut se poser. Alors selon les pays, il y a des endroits au Canada par exemple, on peut se poser sur n'importe quel plan d'eau. C'est inscrit dans les lois canadiennes, donc n'importe quel plan d'eau, on a le droit de se poser en hydravion. Il suffit qu'il soit assez grand, ça c'est au pilote de le définir. En France, en revanche, il faut que ce soit un endroit que l'administration a désigné comme étant autorisé pour se poser avec un hydravion. Et comme l'administration n'est pas très très active, on ne sait pas trop pourquoi. Et il y en a quasiment pas. Il y en a, je crois, une bonne dizaine qui sont une petite dizaine même. Et ceux-là, pour la plupart, c'est des hydrosurfaces temporaires. Mais les deux seuls qui sont permanentes sur lesquels on puisse faire autant de mouvements qu'on veut de manière certaine, c'est Biscarrosse et le lac de Berre à Marseille. Donc la France n'est pas vraiment un pays super pour l'hydravion. En Norvège, on a le droit de se poser dans l'eau salée n'importe où. En mer, il n'y a pas de restriction, ce qui permet de se poser dans plein d'endroits, puisque en Norvège, il y a beaucoup de fjords, et les fjords, ça permet d'être protégé des vagues et du vent. Donc ça donne pas mal de liberté. Et sinon, il y a beaucoup de lacs en fait qui sont autorisés en Norvège, mais ça, il faut se renseigner. C'est pas toujours facile d'avoir les informations parce que c'est une base de données qui est enfin des informations qui sont assez locales. Il y a une initiative en Norvège pour essayer de les lister correctement. Il y a un site internet qui s'est monté par la fédération norvégienne pour lister un peu tous les endroits où on a le droit de se poser un hydravion. Il y en a beaucoup en fait. Ok, cool, bah ça c'est vraiment chouette. Donc la question qui découle un peu de tout ça, c'est est-ce que l'hydravion c'est un moyen efficace ou pratique pour pouvoir voyager? Est-ce que ça permet de faire des voyages, d'aller à un endroit, à un autre, aller peut-être à un resto, à un port ou quelque chose comme ça? Alors, ça peut le permettre. C'est quand même, dans mon cas, je l'ai pas encore fait. J'ai l'intention de le faire, mais je prends les étapes les unes après les autres. Faut expliquer que de ce point de vue-là, l'hydravion est plus difficile que l'avion, puisque comme je disais, en fait, on peut se poser sur un plan d'eau. Alors ça donne l'impression de beaucoup de liberté, mais ça veut dire aussi que il n'y a pas de structure particulière et que du coup, c'est au pilote de définir tout ce dont il a besoin pour pouvoir se poser et redécoller par la suite. Ça rend les choses un peu plus difficiles, en tout cas d'après moi, parce que ça veut dire que quand on va quelque part, on est obligé de définir, de trouver une fois qu'on arrive sur le plan d'eau, si le vent, la direction du vent, la force du vent, les vagues, la direction des vagues et la force des vagues, s'il n'y a pas d'obstacle. Donc il faut prendre tout ça en compte. Et où est-ce qu'on va pouvoir s'amarrer si on veut stopper, d'où on va repartir, dans quelle direction, et 3 petits points. Donc ça rend les choses intéressantes, mais plus difficiles. Donc j'ai bien l'intention de faire d'aller à un restaurant. J'ai repéré un restaurant l'année dernière qui serait sympa de visiter en hydravion, mais je l'ai pas encore fait. Et si on imagine des voyages en hydravion, est-ce que donc on a discuté la possibilité de s'amarrer à un ponton. Est-ce que c'est possible, par exemple, de se mettre sur le bord de la plage et d'amarrer, l'avion sur le bord de la plage, puis de pouvoir aller, quelque part à pied? Ça, c'est une possibilité? Ça, c'est faisable. Il faut à ce moment-là l'amarrer, l'accrocher correctement et s'assurer aussi au niveau des marées qu'on va pas retrouver l'hydravion soit sur le sable et puis il faut attendre 6 heures pour la prochaine marée haute C'est pas faux. pour pouvoir le ressortir. Ça peut être embêtant, soit on l'a laissé sur le sable et puis on retrouve 2 kilomètres plus loin parce que la marée est montée entre-temps et on l'a pas bien amarré dans l'intervalle puisqu'on pensait qu'il était sur le sable. Donc il faut faire attention à ça.
L'autre point aussi à prendre en compte, c'est la possibilité de refaire du fuel parce que c'est pas toujours simple non plus. Donc ça, c'est un des soucis qu'on a, je trouve ici à Trondheim, c'est qu'on comme je l'ai dit avant, on a un hydravion qui est classique, sans roue. Ça veut dire qu'on peut se poser que sur l'eau. Et pour refaire le plein, c'est pas simple. Effectivement, parce qu'on imagine qu'il n'y a pas des stations-service sur le bord de tous les lacs, c'est ça le C'est ça. facteur limitant? C'est un peu ça. D'ailleurs, en fait, c'est un peu sportif dans notre cas à Trondheim, puisqu'on a, quand j'ai commencé l'hydravion à Trondheim, on était passé sur un lac qui est à côté de la ville, sur lequel l'hydravion est basé depuis enfin, l'aéroclub avait un hydravion basé depuis assez longtemps, et ils ont une petite cabane en bord de lac et une cuve enterrée et tout ce qui va bien pour refaire le plein. Seulement, la concession qu'ils avaient, ils n'ont pas réussi à la renouveler. Donc en 2013, ils ont été obligés de trouver autre chose. Depuis, on est basé sur un lac plus lointain et sur lequel on n'a pas de pompe. Donc pour faire le plein, eh bien, on prend la voiture, on met des bidons dans la voiture, on va à l'aéroport de Trondheim-Værnes, l'aéroport principal. On demande à la sécurité de pouvoir aller jusqu'à la pompe pour la 100 LL, puisque c'est un hydravion qui prend de la 100 LL, qu'on conduit derrière la sécurité jusqu'à la pompe. On fait le plein des bidons, et puis on ressort de l'aéroport, on retourne à l'hydravion, et à ce moment-là, il faut monter sur l'aile. Il faut être à deux au minimum pour qu'il y en ait un qui puisse passer le bidon à l'autre, et on fait le plein comme ça depuis les bidons sur l'hydravion. Effectivement, on peut dire que c'est compliqué à ce stade. C'est ça. C'est une opération compliquée qui prend pas mal de temps. Donc, je l'ai fait 2 fois cet été et c'est assez compliqué, un peu sportif. Ça fait les bras, se passer les bidons. Il y a 20 litres dans chaque bidon. La première fois, j'ai remis 80 litres, donc ça prend un peu de temps et puis ça fait du poids. La deuxième fois, j'ai remis que 60 litres. Du coup, c'était un peu moins lourd et c'était un peu moins long. Mais c'était possible parce que justement, la veille, j'avais mis 80 litres, donc il m'en restait assez. Mais donc, faire le plein n'est pas simple. Et d'après ce que j'ai pu voir, en fait, il faudrait aller jusqu'à Bergen pour pouvoir trouver un endroit où on fait le plein directement depuis l'eau. Sinon, bah, faut prendre des bidons dans l'avion et trouver quelqu'un qui puisse nous conduire jusqu'à un avion où on puisse refaire le plein. Effectivement, c'est difficile de dire que c'est pratique comme mode de fonctionnement, mais c'est intéressant effectivement comme limitation parce qu'on ne connaît pas nécessairement ça de cette manière, en tout cas avec les avions à roues, il y a des terrains avec et sans fuel et puis, après c'est assez Tout simple à fait. à gérer. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que le club a prévu de vendre cet hydravion et d'en acheter un autre qui soit amphibie. Et puis, bah, ils n'ont pas trouvé d'acheteur pour le moment, donc ils sont en train de regarder s'ils peuvent acheter des flotteurs avec amphibie, donc faire la conversion pour être en hydravion amphibie. Ah OK, effectivement, bah, ça paraît être une bonne idée pour résoudre, ce type de problème en tout cas. Ça permettrait de pouvoir d'avoir beaucoup plus de le rendre beaucoup plus utilisable, puisque du coup on peut aller se poser sur un aérodrome, faire le plein normalement, et puis ensuite aller se poser sur l'eau pour aller se promener à droite à gauche sur l'eau, et quand on a besoin de refaire le plein, se reposer sur un aérodrome normal. Effectivement, ce qui est plus simple que le manège avec les bidons. Tout à fait. Et l'autre avantage, c'est aussi en début et fin de saison, pour le moment, bah, je l'ai sorti de l'eau, j'ai aidé à le sortir de l'eau il y a 1 mois et demi. Pour ça, l'instructeur s'est posé sur l'eau à côté de l'aéroport de Værnes et on est allé avec un tracteur et un plateau depuis l'aéroport, descendu le plateau dans l'eau en bord de fjord. On a mis l'hydravion sur le plateau, ce qui veut dire qu'il faut descendre les pieds dans l'eau pour pouvoir l'attacher sur le plateau et ressortir l'hydravion comme ça de l'eau. C'est la même chose au moment de le mettre à l'eau. Au moment de le mettre à l'eau, cependant, il n'y a pas besoin de se mouiller les pieds, cependant, parce qu'il suffit de décrocher, d'enlever la sangle du plateau avant de le descendre dans l'eau. Donc ça simplifie un peu. Mais ça rend les choses un peu difficiles et puis en plus, ça restreint un peu plus la saison puisqu'on n'a pas on peut pas se permettre de risquer de se retrouver avec du mauvais temps. Par la suite, le lac commence à geler et à ce moment-là, ça détruirait l'hydravion, donc il faut qu'il soit sorti
suffisamment en avance quand il fait encore assez beau et que ça n'a pas encore gelé. Donc, s'il était en hydravion, en amphibie, pardon, on pourrait faire des saisons plus longues et l'utiliser plus longtemps. OK, ben, ça, c'est un élément intéressant auquel j'avais pas pensé. Donc la météo en Norvège, c'est pas un coin qui est réputé pour, le soleil et la chaleur, mais néanmoins, c'est quand même un coin où il fait assez froid, on peut dire. Et dans ce cas-là, vous arrivez quand même à avoir des lacs et la mer qui gèle, des icebergs, c'est le genre de choses qui font votre, saison? On n'a pas d'iceberg, la mer ne gèle pas. En revanche, le fjord, puisque Trondheim, c'est au bord de fjord, les bords de fjord peuvent geler. C'est juste les bords de fjord, là où c'est pas très profond, parce que le fjord en lui-même est très profond, il fait 600 mètres de fond au plus profond. Donc lui, il gèle pas. En revanche, les lacs autour, ils gèlent. Même celui où l'hydravion est basé, qui est un grand lac qui fait 40 kilomètres de long. Comme c'est de l'eau douce, il gèle. Il a dû commencer à geler un petit peu, il a dû dégeler maintenant, enfin peut-être geler parce qu'il fait froid, mais donc là en ce moment c'est l'intersaison, il gèle, il dégèle. Puis en hiver, au mois de janvier, il sera pris par les glaces jusqu'au mois de mars à peu près. Maintenant, donc on peut s'intéresser à la partie du vol en Norvège. C'est un endroit que tu as déjà décrit avec beaucoup de fjords et de montagnes et ce genre de choses. À quoi ça ressemble les vols en Norvège et en quoi ça diffère d'un pays comme, la France, par exemple? Alors quand la météo le permet, c'est absolument magnifique. Puisque il y a surtout au printemps, enfin la fin du printemps, le début de l'été, c'est la période que je préfère pour voler, puisqu'à ce moment-là, il pleut souvent. Donc les montagnes, et les montagnes sont vertes, couvertes de verdure souvent, et les fjords sont très bleus parce que généralement assez profonds. Donc ça fait des contrastes quand on est en début d'été qui sont assez prononcés, qui sont magnifiques vus d'avion. C'est un mélange de montagne et de mer. Donc c'est des paysages qui sont vraiment très beaux, surtout vus d'avion. Enfin, moi, je trouve. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup. Et alors, la différence, bah, c'est un peu du vol montagne, en fait. Sauf que c'est pas des très hautes montagnes, mais ça reste des montagnes, elles sont assez escarpées, donc il faut se méfier. En particulier, s'il y a des nuages un peu plus bas, ça peut devenir assez vite risqué. Moi, je me suis l'un de mes premiers vols, je me suis un petit peu fait avoir de ce point de vue-là, puisque moi j'étais habitué à voler en Normandie, où bah, quand il y a des nuages à 2000 pieds, on peut voler quand même parce que suffit de passer à droite ou à gauche. Le sol étant relativement plat, c'est pas un problème. Et quand j'ai voulu faire pareil ici, je me suis retrouvé dans une vallée avec un nuage qui occupait l'intégralité de la vallée. Aïe. Voilà. Heureusement que j'avais déjà volé en montagne et que j'avais appris qu'il fallait voler sur le côté de la vallée, toujours sur un côté de la vallée pour avoir toute la largeur de la vallée pour faire demi-tour. Ça m'a servi ce jour-là puisque je me suis retrouvé à faire demi-tour 180 degrés en IMC avec la montagne de chaque côté parce que je me suis fait vraiment surprendre par le nuage. Donc j'ai eu un peu une sueur froide. Heureusement que la vallée était large et que j'avais bien la place de faire mon demi-tour. Mais ça m'a appris que bah, quand ça commence à être nuageux, il faut vraiment que les nuages, la base des nuages soit très loin au-dessus des sommets pour pouvoir voler. Il ne faut pas s'amuser à rentrer dans les vallées quand elles sont bouchées par les nuages parce que suffit qu'il y en ait un plus bas à un moment et on se fait coincer. Alors, effectivement, c'est assez impressionnant comme histoire. C'est quelque chose qui est entraîné au niveau de la licence de pilote privé pour donner un peu de contexte, mais c'est vraiment clairement quelque chose qu'on espère ne jamais avoir à faire finalement. Voilà, le demi-tour en IMC, c'est quelque chose qu'on apprend pour le brevet de pilote. Généralement, si ça arrive, on espère que ça arrive alors qu'il n'y ait pas d'obstacle autour. Quand ça vous arrive avec des montagnes autour, que vous savez pas où elles sont parce qu'elles étaient là 2 secondes avant, mais que maintenant vous les voyez plus, c'est particulièrement stressant. Effectivement. J'étais content d'en sortir. Oui, on peut je peux comprendre facilement. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer comme toi dans l'hydravion? Heu, Conseil, je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est très passionnant, très, comment on dit? Addictif, voilà. C'est,
plus difficile que l'avion normal. C'est un challenge intéressant si on est déjà, pilote privé et qu'on cherche de nouveaux horizons. C'est je pense, quelque chose d'assez intéressant et aussi que j'ai réalisé après, l'avoir pratiqué, pendant quelque temps que ça améliore mon pilotage en avion, normal aussi, en particulier au niveau de l'atterrissage. On apprend à être plus strict dans ses paramètres, plus et à piloter la machine jusqu'au sol, ce que faisait pas complètement, avant. On a tendance à réduire le moteur on réduit tout une fois qu'on est au-dessus de la piste et puis, on arrondit un peu comme on peut. En hydravion, on utilise le moteur jusque quasiment au toucher de l'eau. C'est peut-être pas très précis comme façon de le décrire, mais disons que j'applique certaines des techniques que j'ai appris en hydravion sur, mon pilotage avion et ça fait des atterrissages plus souples et plus précis qu'avant. Ainsi se conclut donc cette interview. Leif, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience d'hydraviateur. Merci et puis, merci de m'avoir interviewé. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Shops. On y voit un vol sur hydravion de Havilland Canada DHC-2 Beaver ayant lieu en Colombie-Britannique au Canada. Le Beaver est en quelque sorte l'ancêtre du Twin Otter dont nous avons parlé lors de l'épisode 28. Son moteur radial et ses ailes hautes lui donnent une apparence légendaire et caractéristique. Il est d'ailleurs souvent surnommé le pick-up du ciel. La vidéo montre une série de vols charter autour de Vancouver où l'avion est utilisé pour transporter des passagers d'un bout à l'autre de la baie. Les vues de cette région du monde sont magnifiques et cette opération en hydravion a l'air simplement géniale. Par ailleurs, si vous regardez bien la forme des flotteurs et leur contact avec l'eau lors des phases d'atterrissage et de décollage, vous verrez les phénomènes décrits par Leif lors de notre discussion. Vous trouverez le lien vers l'épisode dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/vidéo30 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 30e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Leif d'avoir accepté de venir discuter avec nous de son expérience en tant que pilote d'hydravion. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/30. Vous y trouverez quelques photos des vols de Leif et de l'hydravion qu'il pilote. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 30e épisode de Parlons Aviation.